Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Studio Lacan. La science nous travaille. Ses avancées, ses applications techniques modifient en profondeur nos modes de vie. Ce sera au fond le fil de cette émission de Studio Lacan. Dans la rubrique Un divan dans le monde, nous recevons aujourd'hui Delphine Dogo. Avec elle, nous allons tenter de cerner ce que l'intelligence artificielle fait au droit. Que deviennent notamment la loi et son interprétation à l'heure du code, à l'heure des algorithmes et des datas. Martine Vercel, dans son Écho de la culture, nous emmènera en Corée du Sud, à la découverte d'une série Love Alarm. Dans cette série, les applis de rencontres tels Tinder sont dépassés, puisqu'avec la Love Alarm, il est question d'une appli qui fournit à chacun la réponse quant à l'énigme du désir et de l'amour. Enfin, Dominique Corpelet nous tiendra au fait de l'actualité de la psychanalyse en nous présentant un ouvrage qui fera date, La solution trans. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Studio Lacan. Delphine Dogo, bonjour, merci donc d'être avec nous. Vous allez nous parler de l'avenir qui est déjà là aujourd'hui. Donc vous êtes juriste, maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Vous dirigez un laboratoire de recherche studio digital, droit digital. Alors, la question de ce que le digital fait au droit aujourd'hui est vaste. Peut-être que pour démarrer, nous vous proposons de scinder l'entretien en deux parties. Une première partie sur les blockchains, ce que les blockchains font au droit, et puis, après l'écho de la culture, ce que l'intelligence artificielle fait au droit. Comme ça structure un petit peu notre rencontre. Alors, peut-être que pour nos spectateurs qui ne connaissent pas grand-chose à l'intelligence artificielle et aux blockchains, peut-être vous pourriez commencer par définir ce que sont les blockchains. Moi aussi, d'ailleurs, je ne connais pas grand-chose, donc je crois que c'est un espèce de grand livre numérique, un livre de comptes. Un grand registre, oui, exactement. C'est ça. Quelque chose comme ça. Anonyme. Plein de façons de le décrire, mais disons sans nécessité de rentrer dans la technique pour s'y perdre. Je dirais qu'on peut raconter la blockchain comme un grand registre, une technologie qui permet de mener des transactions de manière anonyme, sans nécessité d'une institution au milieu qui fasse l'intermédiation, et donc qui sécurise des transactions de telle sorte qu'on puisse faire des transactions assez complexes sans se connaître et sans avoir d'institution au milieu en laquelle on a confiance et qui ferait l'intermédiation, comme une banque ou un juge ou l'État. Voilà. Donc ça permet de faire des transactions complexes à travers des territoires et sans nécessité de se connaître ou de s'identifier. Alors, au niveau des champs d'application, on a des fois l'idée que c'est simplement la monnaie, enfin la crypto-monnaie, mais en fait, il y a d'autres champs d'application, c'est ça? Oui, effectivement. Au début, c'était l'initiative du Bitcoin, de la blockchain dans ses premiers jours, c'était vraiment de créer un système monétaire parallèle qui permet de faire des transactions financières en particulier, et donc de créer ces currencies, ces monnaies. Mais la technique elle-même de la transaction via des tokens, elle peut être appliquée, elle est appliquée par de nombreuses blockchains à d'autres transactions juridiques, notamment ou parajuridiques, mais on peut décider de prendre des décisions collectives de manière décentralisée au moyen de cette technologie, avec l'assurance que, en tout cas, la décision telle qu'elle est prise va être appliquée. Ouais, donc ça permet, via ces jetons, ces tokens, de prendre des décisions collectives sur un mode qui a l'air transactionnel, mais qui n'est pas nécessairement lié à la monnaie pure. Voilà.
La particularité, vous dites, c'est un système qui opère sans tiers, qui va garantir ce système. Ça, c'est quand même la nouveauté radicale, si j'ai bien compris. Voilà, en tout cas, c'est le point de vente, quoi, d'une certaine forme. C'est dans le fond, puisqu'on a un système qui permet de faire des transactions dont on a la sécurité de son existence et de son effectivité par la technologie elle-même, dans le fond, on n'a plus besoin de faire confiance à un tiers, que ce soit par exemple une banque qui va enregistrer une rentrée et puis enregistrer une sortie si elle fait un virement de l'autre côté à un autre client, qui va enregistrer la transaction, faire le registre de la transaction. On n'a plus besoin de ça, puisqu'on peut, sans se connaître même, s'assurer que cette transaction va avoir lieu du fait même de son inscription dans ce registre décentralisé qui est celui de la blockchain. Donc on a, dans le fond, plus besoin de cette institution, et c'est le grand programme de la blockchain. La blockchain, en tout cas le projet Bitcoin, dans son initiative au début, à la fin des années 2000, c'est précisément en réponse au désastre créé par la crise économique, la crise financière de 2008 et à la perte de confiance des institutions financières, des banques qui auraient menti, qui ont dilapidé un peu le capital de manière impropre. Et donc la réponse de technologiste, solutionniste, c'est de dire en fait on peut se passer d'eux et créer un système qui technologiquement, on peut s'assurer des transactions financières complexes sans avoir besoin de faire confiance à ces gens-là avec qui on n'a plus confiance. Voilà. C'est ça c'est quand même très précieux ce que vous notez. Au fond, c'est pas tellement l'arrivée d'une nouvelle technologie qui va engendrer un nouveau système pour faire des transactions, c'est plutôt ce système, la blockchain, est une réponse à une difficulté rencontrée. Vous situez ça quand donc ? C'est les premiers papiers de blockchain, mais d'ailleurs explicitement dans les papiers, ils répondent directement à cette crise-là. C'est 2009, c'est vraiment dans les mois qui suivent la crise des subprimes en 2008, et la réponse est explicitement en réponse à ça. Donc, si on ne peut plus vous faire confiance, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Donc c'est une solution pour faire confiance. Il y a l'idée de ce mot confiance. C'est un mot important. La blockchain, elle se dit trustless. C'est dans le fond, on n'a plus besoin de faire confiance. On n'a plus besoin de faire confiance en personne. Alors ça, c'est paradoxal. C'est trustless et en même temps, le signifiant de confiance a l'air de revenir fréquemment. C'est important, mais on n'a plus besoin de confier en quelqu'un ou en une institution. Dans le fond, et en tout cas dans le message, il n'y a pas besoin de faire un effort pour ça. On a nécessairement confiance dans les mathématiques, on a nécessairement confiance dans le réseau informatique qui permet de la transaction. Donc si on a confiance dans la technologie, et ça c'est presque un donné, en tout cas dans le discours de la blockchain, eh bien il n'y a plus raison d'avoir confiance en une institution. Voilà. Donc, on peut lire le code et savoir en quoi on s'engage. Oui, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe des institutions. C'est vraiment c'est l'idée quand même que les institutions ne régulent plus, non plus une fonction de régulation, mais permettaient l'abus. Voilà, en tout cas c'est le message anarchique du début de la blockchain, qui ne se sont pas rendus compte que peut-être qu'eux-mêmes étaient devenus institutions. Voilà, c'est la première question qui surgit, c'est d'accord, on souhaite se passer des institutions, mais au fond, ce système, il faut quand même bien, je vais dire ça un peu naïvement, il faut quand même bien que quelqu'un le construise, le mette en place, et, si j'ai bien compris, c'est un système d'encodage, de stockage des données. Quelqu'un se charge de ça. Bien sûr. C'est pas quelqu'un, mais... Mais surtout, à partir de cette technologie-là, on peut construire des tas d'institutions. C'est ce qui est en train de se passer. On peut d'abord construire des contrats automatisés qui automatisent des décisions, des engagements des différentes parties qui seront appliqués tels qu'on l'a écrit dans le code. En tout cas, c'est la promesse. Ou même des institutions plus complexes. On crée ce qu'on appelle des DAO, des Decentralized Autonomous Organizations, où en fait on peut avoir des espèces d'entreprises, en tout cas des groupes de personnes qui prennent des décisions collectives complexes dans ces nouvelles formes, qui en fait sont des formes institutionnelles bien sûr, et qui recréent l'institution, mais dans le fond où c'est un nouveau contrat social où chacun est pris, et à partir on peut renouveler l'accord, renouveler la volonté à chaque fois qu'on s'inscrit dans ces institutions. C'est un peu le rêve on repart de l'état de nature vers un espèce de nouveau contrat social qui est chaque fois réécrit dans cette technologie. Alors effectivement, il y a ce qui n'est pas tout à fait dit, c'est que ça nécessite quand même de l'écrire, tout simplement, et de le penser, de le concevoir, et de réinstitutionnaliser des choses. Mais ce qui est vrai, c'est que ça donne une nouvelle liberté sur comment repenser les institutions. Et donc il y a aussi quelque chose d'assez enthousiasmant à l'idée qu'on peut redessiner des institutions, redessiner des modes de penser le collectif, sans nécessairement hériter des institutions séculaire. D'ailleurs, la loi se saisit aussi, non, en France, il y a pas la loi Pacte, c'est pas ça. Bruno Le Maire avait annoncé que la France serait le premier pays
Alors, naturellement, les États sont assez inquiets de cette concurrence, puisqu'elle est explicite. C'est-à-dire que soit les États le prennent comme une technologie de l'État, soit ils laissent perdurer le projet, disons, anarchique ou libertarien de la blockchain, qui est de dire on veut se passer de l'État. Donc là, les cartes ne sont pas jouées. Les États essaient soit de s'approprier, peut-être qu'il y a des États qui décident d'enregistrer, par exemple, leurs droits cadastraux, donc les droits territoriaux de propriété sur la blockchain, comme un espèce de registre super efficace de l'État. Mais on peut aussi imaginer des systèmes d'identité parallèles où on peut s'identifier sur la blockchain sans nécessité de l'État qui identifie ses citoyens, par exemple. La chose n'est pas décidée, elle ne le sera probablement pas dans les prochaines années, mais ça reste une technologie, mais un peu comme Internet, qui est à la fois à la disposition de l'État ou du commerce, mais aussi à la disposition de projets qui veulent s'en séparer ou s'y opposer. Dans la garantie, il me semble, il y a deux choses. Il y a l'idée à la fois du chiffre écrit qui ne peut pas être truqué parce qu'il n'y a pas de tiers qui le truquerait, mais il y a aussi l'idée quand même du compte, du livre de compte ineffaçable. Voilà, c'est incorruptible, ineffaçable, transparent, voilà, c'est les grands mots-clés de la crypto, de la blockchain, c'est-à-dire l'idée qu'on a crypté la transaction de telle sorte qu'elle soit inattaquable. C'est la technologie de la chaîne de blocs, le nom blockchain, où on enregistre dans des chaînes de blocs des données qui sont décentralisées donc le registre est inscrit dans le réseau d'ordinateurs qui le constitue. Donc ça veut dire que pour le modifier, il faudrait avoir accès à l'ensemble du réseau, et ce qui est pratiquement impossible. Et au fond, c'est pas un serveur. Voilà, c'est pas un serveur. Donc reproduire ce registre chez tout le monde, c'est comme si chacun d'entre nous détenait le registre de la banque, forcément... un fragment du registre. Chacun détient un fragment, c'est ça? Non, l'entièreté. L'entièreté. Ça veut dire que pour faire une modification, il faudrait qu'on ait accès à toutes ces reproductions du registre. Donc voilà, c'est ça qui rend... c'est vraiment la grande promesse, c'est que c'est incorruptible. Il y a évidemment eu des formes de hack dans la blockchain y compris, il y a des difficultés, mais elles ne sont pas de l'ordre En fait, ça résout le problème d'Internet, qui Internet permet quand même permet pas de faire ces grandes transactions avec une sécurité de l'information, parce qu'on peut reproduire l'information, alors que là, on ne peut pas la reproduire, elle est inscrite, on ne peut pas la modifier. Voilà. Et puis on peut la voir, on peut voir le registre. Il y a aussi une forme de transparence, l'idée qu'on peut voir l'historique de toutes les transactions qu'il y a eu sur la blockchain, puisque c'est un registre ouvert et distribué. Mais au fond, ce sont des contrats qui sont établis entre différentes parties, mais sont des contrats qui ont comme particularité d'être établis en code informatique. Alors, nous, les juristes, on appelle ça des contrats, tout en sachant que ce n'est pas vraiment des contrats, ou en tout cas, c'est une forme d'accord de transaction qui est inscrite quelque part avec un caractère obligatoire. Alors, on peut l'interpréter comme un contrat ou pas, ça c'est le jeu des mots. Puisque vous parlez on peut l'interpréter. Que devient, avec cette technologie-là, la question de l'interprétation qui est quand même au cœur du droit? Alors pour les juristes, c'est vraiment là qu'en tout cas, à mon sens, se trouve le point intéressant pour la blockchain. C'est la blockchain se veut vraiment une concurrence d'un autre système, peut-être pas le système bancaire pour ce qui concerne les monnaies, mais du système de l'état de droit, du système du droit comme la technologie de l'accord dans la société, une des technologies en tout cas, et c'est vraiment la concurrence directe, c'est-à-dire en fait tout ce que le droit n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire avoir des règles qui s'appliquent telles qu'on l'avait imaginé, avec une certaine sécurité et sans interprétation, qui est un peu un des rêves du formalisme du droit, c'est vraiment la règle implacable à laquelle qu'on comprend tous et qui s'applique tel qu'on l'avait imaginé, dans le fond, dans lequel le juge n'est, selon la formule en droit français, n'est que la bouche de la loi, ça c'est la grande formule. Donc en fait, il n'y a pas d'interprétation, il y a la loi, et puis il y a l'application en fait, et l'interprétation, ce n'est que cette technique-là. Mais bon, qui est mise en brèche par une des grandes théories de l'interprétation qui disent, bien entendu que non, le droit est constamment interprété. D'ailleurs, le droit n'est qu'interprétation. Il n'y a rien d'autre dans le droit que de l'interprétation et des faits et du texte et de leur mise en commun. Donc, effectivement, ça, c'est presque pas un problème du droit, comme on dirait dans le langage informatique, c'est pas un bug, c'est un feature, c'est une des qualités du droit, c'est précisément que c'est un travail interprétatif. C'est tout l'art de l'interprétation en droit, mais qui a toutes les critiques que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'une déception de ce que c'est que l'appareil judiciaire, ce que c'est que se confronter à l'institution judiciaire, et même au travail d'interprétation qui a lui-même plein de problèmes. Et donc, la promesse de la blockchain, c'est de dire on va faire fi de tous ces défauts-là, de tous ces problèmes d'interprétation,
y compris, on va se faire fi du juge, on n'a plus besoin d'en s'en remettre à un grand sage pour prendre des décisions et se soumettre soi-même à son avis. On peut s'assurer que la règle telle qu'on l'a décidée, elle va s'appliquer sans ambiguïté, sans équivoque, telle qu'on l'a écrite. Est-ce que là, avec le peu de recul par rapport à cette technologie assez récente, est-ce qu'on a une idée de la façon dont cette question d'interprétation fait retour dans cette nouvelle technologie? C'est très fort. Et c'est très fort dans tout le numérique. On en parlera peut-être avec l'IA aussi. Dans le fond, l'interprétation, c'est le grand point d'attaque. Hein. C'est quelque chose contre lequel ces technologies s'inscrivent et séduisent. C'est précisément. Et peut-être à raison. Enfin, il ne faut pas non plus fétichiser le droit comme le système formidable de distribution des ressources dans la société. Effectivement, il y a plein de problèmes dans le droit. Et le droit est lui-même une technique qui parle les différentes modalités d'interprétation ou voire d'autres aspects, peut être violente, peut être évidemment incertaine et peut-être aussi un peu mystifiée dans ses qualités. Donc il y a plein de problèmes dans le droit. Je ne veux pas qu'on caricature le numérique en disant finalement c'est une horreur totalitaire vis-à-vis d'un droit qui serait tellement gentil, aimable, amical, etc. Donc, il y a plein de problèmes dans l'état de droit tel qu'il opère aussi. Mais effectivement, il y a aussi, en tout cas, dans une version très radicale, un fantasme de la règle pure, de la règle absolue sur laquelle on ne peut pas discuter. Hein. Il y a inhumaine. C'est peut-être très humain de vouloir ça c'est difficile de savoir, mais en tout cas, dont on ne pourrait pas avoir l'impression qu'on peut avoir des malentendus dessus, hein, c'est dépourvu de malentendus. Ouais. Gardons ça en suspense pour l'instant, puisqu'on va marquer une petite pause dans notre conversation, puisque nous allons passer à la rubrique l'écho de la culture. Martine Versel, bonjour, vous êtes psychanalyste à Bordeaux. Et alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une série qui nous montre ce que l'IA fait à l'amour, peut-être ce que l'amour fait à l'IA. Oui, en effet, le K-drama Love Alarm est une série sud-coréenne diffusée sur la plateforme Netflix. Elle a pour thème l'intelligence artificielle, thème très présent dans ce pays d'Asie qui est d'ailleurs devenu un véritable laboratoire aspirant à rejoindre le top 5 des pays détenteurs de l'indice d'intelligence artificielle et valeurs démocratiques de l'OCDE. Alors, donc il y a un indice tel à l'OCDE. Est-ce que vous nous en diriez un petit mot ? Alors cet indice, il est introduit par le Conseil de l'IA de l'OCDE. Il a été introduit après la crise du Covid en 2020. Il a pour objectif, selon les termes mêmes de l'organisation, de façonner une approche sur l'humain pour une IA digne de confiance. Et dans ce domaine, qui est en mutation très rapide et qui complète d'ailleurs des normes déjà existantes concernant la gestion des risques numériques pour tous les États. Alors, Love Alarm, donc on y parle de love, on y parle d'amour. Oui, tout particulièrement des incidences de l'IA sur les choses de l'amour. Dans l'après-2 Web.0, des applis de rencontres. L'histoire a pour cadre la vie d'un lycée coréen et suit les péripéties de 3 adolescents, leur triangle amoureux au temps de l'IA. L'appli Love Alarm a été conçue par un lycéen en proie aux moqueries et au dédain des filles. Par conséquent, cette application permet à ses utilisateurs passifs de ne pas subir les aléas du déboire amoureux et donc de fermer avec certitude la question « qu'est-ce qu'aimer ?» Comment y résister ? Puisqu'elle semble les soulager des désagréments possibles et élimine tout atermoiement sur la question du consentement. Donc au fond, avec cette appli, on est tranquille. On l'installe et on n'a plus qu'à attendre que l'être aimé fasse signe. Oui, on ne déclare pas ses sentiments. Avec la Love Alarm, elle les anticipe. Les traces numériques des utilisateurs établissent profil et réponse prédictive d'ailleurs pour déclarer sa flamme. En fait, cette série montre que cette application n'empêche nullement le désarroi des protagonistes. Ce sont des adolescents
âge dont l'assomption fragile de la sexuation, et ce drama décline un certain nombre de réponses. Quand les utilisateurs reçoivent sans cesse la notification « Personne ne vous aime dans un rayon de 10 mètres », quand l'alarme de l'appli indique une attirance homosexuelle insu jusque-là par ses utilisateurs, quand l'amour est là, pour le coup certifié par Love Alarm, ça n'évite pas l'exigence impérieuse de vérifier encore et encore en l'activant, ou aussi lorsque un protagoniste voit ses sentiments démentis par l'appli et bouleversé demande « Mais d'où viennent mes sentiments ?» La série souligne finalement cette dimension contingente de la rencontre, en dépit du recel infaillible de l'IA et de sa puissance d'auto-apprentissage. Et oui, les choses de l'amour déclinent les risques d'une adresse toujours inconnue, IA ou pas. Alors, finalement, vous diriez que ces adolescents sont dans une soumission volontaire à l'alarme, à l'IA ou pas? Oui, sans être une dystopie, cette série interroge cette autre facette de l'IA, en filigrane de cette romance. À travers l'acceptation instantanée de l'appli et la difficulté de pouvoir se détacher de la Love Alarm, on voit que ces objets IA, leur force à générer la fameuse aide à la décision, peuvent soumettre les utilisateurs à sa prédiction. Mais pour ces héros de chair et d'os, il y a des échappées à la prédiction de ce qui fait rencontre. Elle ne réduit pas et elle ne se réduit pas à la data de la science. Merci Martine Vercel pour cette chronique. Vous restez avec nous. On va poursuivre notre conversation avec Delphine Dogo et sans doute qu'il y aura une certaine continuité puisqu'on voulait aborder dans la deuxième partie de cet entretien la question de l'intelligence artificielle et on se demandait au fond, vous, dans vos travaux de recherche, à quel type d'application de l'intelligence artificielle vous vous êtes intéressé et qu'est-ce que vous constatez comme effet sur le droit, justement? Alors, il y a plein d'effets sur le droit, un peu comme sur la blockchain, des effets de mise en concurrence, mais surtout des effets de transformation, en fait. On a recours à l'IA pour contourner le droit, mais aussi pour le transformer. Alors, dans les applis qui visent à transformer le droit lui-même tel qu'il existe aujourd'hui, il y a des idées de mobiliser de l'IA pour informer le juriste, informer le juge, des systèmes qui visent à consolider l'information pour l'informer. Alors, on a beaucoup parlé, notamment dans le contexte américain, du système Compass, par exemple, qui vise à établir un taux de risque de récidive qui informe le juge pour sa décision de mise en liberté ou sa décision punitive. Je suis curieux, mais comment ça fonctionne ce système? En gros, c'est un système statistique qui, à partir d'informations collectées de manière assez formelle d'ailleurs, produit une prédiction sur les risques de récidive. En fonction d'un calcul statistique. C'est ça établit des profils, en fait, voilà. C'est un système de profilage. Alors, c'est pas tout enfin, le profilage peut partir de ça, mais peut être beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, pour profiler, on ne doit pas savoir, on ne doit pas avoir le sujet au départ, on ne doit pas avoir l'identité au départ. On peut aussi profiler des comportements, des types de comportements, collectifs, individuels, mais qui peuvent être beaucoup plus anonymes. Là, pour le coup, on fait une estimation de risque d'une personne identifiée. C'est pas nécessairement. Mais on le fait à partir de profils, quand même. Alors, non, c'est pas une comparaison entre cette personne et le profil. Voilà, ce qu'on crée, c'est des profils statistiques où effectivement on dit dans les conditions X ou Y, Z, on constate que ces personnes ont plus ou moins tendance à recommettre un crime, etc. Alors ça a tous les problèmes de la statistique, c'est-à-dire que c'est aussi ceux qui ont commis des crimes et qui se sont fait attraper, etc. Donc ça pose un problème. Et c'est essentiellement une des grandes critiques de ces systèmes, c'est qu'ils avaient reproduit toutes les inégalités structurelles qu'il y avait dans les décisions racistes, classistes, etc. qui vraiment sont reproduites du coup dans un système qui se veut objectif, neutre, lavé de tous les problèmes d'interprétation dont on a parlé, mais du coup qui les enchâsse dans une donnée chiffrée. Et donc ça, c'est des grandes critiques. Ouais. Quelque part, c'est comme si on enfermait les gens dans un destin, quand même, non? Alors, il y a le côté ultra-déterministe qui est effectivement dans le profilage assez inquiétant, mais ça, c'est vrai dans toutes ces techniques, dans le marketing, dans les applis imaginaires ou non que vous décrivez, c'est l'idée.
fait, la prédiction, c'est une promesse fabuleuse. C'est-à-dire que si on peut en connaître un tout petit peu plus sur le futur, c'est quand même un grand fantasme qui est réalisé, mais c'est aussi, à cette hauteur-là, l'angoisse pure. C'est-à-dire que du coup, on sait exactement, on a beaucoup plus d'indications sur ce qui va arriver, et ça, effectivement, ça fait pas plaisir. C'est Prométhée. Oui, c'est Prométhée, et en fait, c'est aussi un peu la mort. C'est-à-dire que si on sait exactement ce qui va nous arriver... c'est l'ennui. C'est terrifiant. Ouais. Là, ce système dont vous parlez, Compass, c'est un système qui était effectivement utilisé par qui? Par des juges? Par les juges qui prennent... Alors, ils ne sont pas obligés de suivre la décision, mais enfin, il faut qu'ils motivent la non-conformité au conseil de Compass. Mais c'est un système parmi d'autres. Hein. Il y en a plein. Il y en a beaucoup aux frontières, au contrôle aux frontières, par exemple. C'est quelque chose qui est très utilisé, de profilage des comportements, où effectivement, il y a des gens on peut avoir un score différent de risque aux frontières de l'Europe, des États-Unis, beaucoup de types de comportements. Il y a du profilage terroriste à travers les transactions financières ou à travers des divers comportements qui mènent à des décisions très lourdes. Hein. La plupart de ce qu'on appelle les assassinats ciblés par les drones, par exemple, sont faits sur des profils, des signatures. On dit en fait c'est des profils où on n'a pas identifié la personne, mais son comportement, en tout cas la manière dont l'IA analyse leur comportement, les qualifie de combattants ou terroristes, en tout cas de cibles qui justifient de leur exécution. Donc c'est pas anodin, hein, ces prédictions. Elles peuvent être très très fortes, ces profils. Et quand même, du coup, quand même envie de vous demander, ces systèmes sont conçus, créés, élaborés plutôt par des officines gouvernementales qui dépendent des États, ou ce sont des entreprises privées qui construisent ça? C'est pas si simple parce qu'elles ne construisent pas toutes seules. C'est construit sur des ensembles de données. Oui. L'IA, c'est énormément de données sur lesquelles on essaie d'attribuer de la signification et de la prédiction. Alors, elles sont effectivement, en général, c'est des collaborations entre des entreprises privées qui ont soit la technologie, soit le projet, et qui utilisent des données publiques ou privées sur des demandes. Enfin, je ne pense pas que cette distinction soit fondamentalement importante. Alors, évidemment, ça nous met mal à l'aise vis-à-vis de préceptes démocratiques qui nous invitent à penser que ces décisions devraient se passer dans le public, ou en tout cas dans un forum de discussion ouvert où on identifie un peu les acteurs qui prennent ces décisions. C'est pas le cas. Effectivement, il y a quelque chose d'un déplacement de ces décisions dans la décision technique, dans la décision d'ingénierie. Et donc, on a déplacé un peu. C'est vrai que ces lieux de décision comment est-ce qu'on qualifie un terroriste? Effectivement, c'est des décisions qui sont devenues des décisions techniques où d'un piéton ou de je sais pas quoi, d'un animal, la voiture autonome doit privilégier. Ces décisions sont des décisions qui sont éminemment éthiques, philosophiques, politiques, et en fait sont été traduites dans des décisions techniques qui ont effectivement ces décisions qui sont prises dans des laboratoires, mais aussi avec des parties prenantes, mais dans des conversations techniques plutôt que dans des conversations politiques. Et ça, c'est vrai que c'est déstabilisant. C'est déstabilisant, puis surtout, il y a un point aveugle qui est sur comment on construit les algorithmes quand même, c'est-à-dire on ne sait pas comment ils sont constitués finalement, on ne sait pas quelle est la manière dont ils ont été conçus. Non, mais même sans savoir ça, on pourrait s'intéresser à ce qu'ils font. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas le moteur, dans le fond, savoir ce que fait la voiture, c'est déjà intéressant. Et effectivement, il y a beaucoup à faire sur penser à la manière dont ça fait. Alors, il y a une grande conversation, par exemple, en lien avec ce qu'on a dit sur Compass, sur la nature biaisée des décisions qui sont prises par l'IA. Est-ce que finalement il n'y aurait pas un biais, disons, hétéronormé dans les IA d'amour, par exemple? Alors, c'est un des grands reproches, et souvent la critique va dans deux sens. Soit on dit elle est biaisée parce que c'est un biais statistique. Hein. La donnée est biaisée c'est un passé qui était lui-même biaisé. Enfin, donc la manière dont on l'a enregistré, ou le juge a toujours été raciste, donc forcément les décisions ont toujours été racistes. Si on reprend ces décisions pour faire des prédictions, on les perpétue, on les inscrit. Mais aussi, donc ça c'est un grand type de critique. La donnée est mauvaise, il faudrait l'améliorer.
Un autre grand type de critique, c'est les ingénieurs sont eux-mêmes limités dans leur expérience de vie. En gros, ce sont des hommes blancs et donc ils n'ont pas des expériences qui leur permettent de comprendre de l'altérité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs dans ces débats-là. Et donc, dans le fond, on voudrait débiaiser l'IA et résoudre tous ces problèmes qui sont inhérents. Et moi, je trouve que c'est un peu insatisfaisant comme critique parce que dans le fond, ça laisse complètement planer le fantasme que si on avait des solutions à tous ces problèmes, on pourrait finalement atteindre le rêve absolu qui est qu'on pourrait connaître le réel absolument. C'est-à-dire que plutôt que le fantasme de la règle dans la blockchain, c'est le grand fantasme du fait. C'est-à-dire qu'on a finalement... La connaissance toute. La connaissance toute. On a un accès au monde presque immédiat, alors oui, sous la condition de l'inscription dans la donnée, qui n'est pas rien, mais quand même le fantasme qu'on pourrait connaître le monde, y compris l'anticiper de manière absolue, est là, et on a finalement accès aux faits dans des proportions dont on ne pouvait pas rêver. Donc ça, ce rêve-là semble atteint, et on continue de le perpétuer en pensant qu'on peut débiaiser ces systèmes-là, sans se dire que forcément c'est une médiation et c'est une façon de représenter le monde, dans tous les cas. C'est ça, au fond, qui est très, entre guillemets, trompeur dans le terme même de données. Oui. Qui est le terme central dès qu'on s'intéresse aux questions d'intelligence artificielle. Donner, ce signifiant-là, laisse croire que justement on aurait un accès direct. On peut dire les données sont toujours construites. Oui, produites. Voilà. Maintenant, l'industrie est dans l'effort de la production de données. On veut savoir des choses, donc on produit les données dont on a besoin. Effectivement, ce mot-là, donner, est presque l'ordre du divin. Hein. C'est comme si Dieu, finalement, nous faisait le don de l'information, du monde qu'il a construit, et donc on n'avait qu'à le récolter et lui donner sens. Hein. Sans l'interpréter, bien sûr, puisque c'est pur fait. Et ça, c'est encore là un vrai rêve, en fait. Le vrai rêve empirique, on pourrait finalement connaître tout, sauf qu'il y a plein de choses qui ne sont pas... auxquelles les données ne s'intéressent pas tellement. Hein. Et donc, parmi celles-là, et c'est intéressant en réponse à ce que vous aviez raconté, dans le fond, on s'intéresse beaucoup au comportement dans les données, parce que ça, on peut enregistrer assez facilement, le comportement financier, les comportements physiques, les comportements de toute nature sur Internet, etc. Mais finalement, la raison pour laquelle les gens agissent, le désir, l'envie, les intentions sont pratiquement pas enregistrables, ou en tout cas, elles ne peuvent pas être données, elles sont difficiles à produire. Dans le fond, on a assez peu d'informations sur les désirs des gens. Oui. Même si ça, c'est la promesse de l'appli, c'est qu'on va les informer de leurs désirs sans même qu'ils y aient accès. Ça, c'est quelque chose qui reste quand même dans la boîte noire. Là, en tout cas, là, c'est l'appli qui... justement, à défaut de pouvoir répondre à la question du désir, l'anticipe et le fournit clé en main à l'utilisateur. Oui. Mais qui n'y a pas accès jamais. Hein. Voilà, c'est le court-circuit. C'est vraiment le court-circuit. Exactement. Mais c'est un peu de la science-fiction, parce que dans le fond, ça reste le nœud. C'est-à-dire que ce qui est toujours difficile, et d'ailleurs dans ces questions de profilage, ce qu'on n'arrive pas ce à quoi on ne s'intéresse pas, c'est précisément à la raison pour laquelle les gens ont tel ou tel comportement. Ça n'a pas besoin d'être inscrit. Ce qu'il faut inscrire, c'est simplement le comportement tout seul, nu, pur, qui est le fait pur. Hein, on n'a pas besoin d'autre chose. Alors qu'en droit, l'intention, ça compte. Ça compte. Mais précisément parce que ces outils viennent transformer la façon dont on fait sens du monde, peut-être que ça compte de moins en moins. Hein, et que par exemple... quand on s'intéresse à un parcours d'un criminel, par exemple, l'intention, elle est interprétée aussi à l'aune de déterminismes sociaux, statistiques, etc., qu'on le veuille ou non, et ça fait partie de la manière dont on a compris, peut-être pour le mieux, hein, les différents comportements des gens qui n'expliquent pas toujours très bien leurs intentions et leurs motivations. Et donc, l'intention était très intéressante et il y avait beaucoup à y dire, mais elle reposait aussi sur le fantasme fou que les gens ont accès à leurs intentions et ont accès à leurs désirs et peuvent l'expliciter de manière claire. Ça, vous saviez mieux que moi que c'est très difficile. En tout cas, c'est très intéressant pour nous parce que cette volonté d'éradiquer la question de l'intention, disons-le comme ça peut que nous faire penser à certaines approches de thérapie comportementale qui, elles, considèrent, c'est le truc de la boîte noire de Skinner. On ne s'occupe pas du tout de la question des intentions, du désir, enfin, selon
selon le terme. Là, il y a vraiment un point commun. Mais le comportementalisme est très important dans le développement de ces outils. Et ça, c'est pas un accident. C'est précisément basé sur cette idée-là que si on n'a pas à s'intéresser à autre chose qu'au comportement, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir prendre des décisions sur les gens. Et donc, ça, c'est fondamental et c'est inscrit. Il n'y a pas d'extraordinaire. Et le fait est que ça marche très bien avec cette technologie. Et que peut-être que ce qu'il ne faut pas anticiper, c'est à quel point on allait lui offrir à ces outils-là l'inespérée quantité de données qui allait informer ces raisonnements-là. Ça marche peut-être très bien parce que c'est seulement les deux faces de la même pièce. Bien sûr, et sont complètement... En tout cas, c'est sûr que l'IA, l'IA qui s'intéresse au comportement, elle est complètement dépendante de ces approches-là. Bon. Eh bien... Merci beaucoup, Delphine Dogo, pour cette conversation. Merci à vous de votre invitation. Merci, oui. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la rubrique l'actualité de la psychanalyse. Et nous allons accueillir notre collègue Dominique Corpelet qui va nous parler de la solution trans. Et là, on va remettre du corps. Dominique Corpelet, bonjour, vous êtes psychanalyste, vous exercez à Paris. Avec vous, aujourd'hui, on va être vraiment au cœur de l'actualité de la psychanalyse, puisque vous venez nous parler d'un ouvrage qui vient d'être publié, je crois. Voilà, ça s'appelle La solution trans, qui n'est autre que la retranscription de la conversation U4K, donc qui est une journée d'études qui a lieu annuellement, et la dernière édition était en juin 2022. Alors en fait, à travers 6 récits de cure qui avaient été commentés et discutés, des psychanalystes avaient fait valoir comment un sujet pris dans un moment de malaise quant à son sexe de naissance peut rencontrer le signifiant trans et s'en saisir comme une solution. Au fond, notons que le titre initial de cette conversation U4K était initialement « Problématique contemporaine de la sexualité ». Problématique contemporaine au pluriel. Et le livre porte un titre différent, ce qui était la solution trans, ce qui rend compte du parcours épistémique qui avait pu être fait lors de cette journée. Finalement, c'est l'aspect solution qui avait été extrait. Le terme était revenu au fil des débats, au fil des discussions. Et en fin de journée, Jacques-Alain Miller a saisi ce syntagme de solution trans et a proposé que soit édité sous forme d'un livre cette conversation. Alors la question trans est on ne peut plus actuelle, alors comment elle convoque la psychanalyse? Alors tout à fait, cette conversation s'inscrit dans un contexte politique où finalement le discours transactiviste tend à mettre en danger la possibilité de la parole, de l'interprétation et du coup l'exercice même de la psychanalyse. En 2021, Jacques-Alain Miller nous alertait de ce risque. Car selon les militants, questionner une personne trans sur son choix reviendrait peu ou prou à remettre en cause ce choix. Rappelez-vous, en octobre 2021, l'Assemblée nationale examinait un projet de loi dont l'objet était d'interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, les thérapies dites de conversion. Ce projet de loi, qui était ambigu néanmoins dans sa formulation, risquait de transformer en délit tout questionnement, toute invitation à parler qui pourrait être faite à une personne s'interrogeant sur son genre ou voulant s'engager dans une transition. Au fond, grâce à l'alerte qu'avaient donnée des collègues psychanalystes de l'école de la cause freudienne, le Sénat a jugé opportun de préciser que ne tomberait pas sous le coup de la sanction toute invitation à prendre le temps de la réflexion que des psys pouvaient faire par ailleurs à des personnes qui venaient s'adresser à eux. Le discours militant pourrait donc mettre finalement en danger la parole et son interprétation. Au nom du seul sujet de droit, ce discours rejette la clinique et le juge pathologisante. Or, comme le soulignait Jacques-Alain Miller lors d'une intervention qu'il avait faite cette même année en 2021, le sujet de droit se pose comme identique à lui-même, là où le sujet de l'inconscient est divisé. S'il n'y a plus de place que pour un sujet de droit, au fond, un sujet transparent, la pratique de la psychanalyse s'avère compromise. Ce qui me paraît important, au fond, ce que vous venez de développer là, ça concerne plutôt le discours militant trans, on pourrait dire en tant qu'idéologie. C'est très différent si on s'intéresse au sujet trans, sujet au pluriel, considérés chacun dans leur singularité.
Alors, merci Laurent de souligner cet écart, c'est très important. En effet, il y a un distinguo à faire entre militantisme et puis les sujets trans. Et j'ajouterais qu'il y a des personnes trans qui s'adressent à des analystes. De la même façon, au fond, que Freud avait su se faire docile aux sujets hystériques à la fin du 19e siècle et les écouter, il s'agit que les psychanalystes se fassent à leur façon docile, finalement, aux trans, comme l'invite à le faire Jacques-Alain Miller. À ce titre, La solution trans, me semble-t-il, est un livre qui fera date. Il témoigne d'abord d'un travail possible, fait analytique avec des sujets trans, et puis il fait valoir la singularité, je dirais, de la mise en fonction du signifiant trans chez les sujets qui viennent parler aux psychanalystes. Alors, comment entendre ici le signifiant trans? Alors, merci pour cette question. Précisons d'emblée que trans ne se résume pas à une intervention sur le corps, que ce soit la chirurgie ou la prise d'hormones. Les sujets dont il est question ici n'ont pas tous eu recours aux possibilités de la médecine, mais s'emparent de ce mot de trans pour traiter quelque chose qui leur est informulable et insupportable du côté du sexe et du côté du corps. Ce dont il est question ici, ce n'est pas tant du signifiant trans tel que l'entend le discours militant ou le véhicule le discours ambiant, mais de la façon dont, par ce mot, un sujet va tenter de traiter un impossible à supporter. Au fond, pour ces personnes qui ont transitionné, qui s'apprêtent à le faire, ou qui y songent à un moment de leur vie avec plus ou moins d'urgence, le signifiant trans indexe quelque chose d'une position subjective. Ce qui m'a frappé, moi, dans ces récits de cure, au fond, c'est chez ces sujets, à la fois la dimension de souffrance, et puis la recherche impérieuse d'une solution. Il s'agit dès lors, par la parole et par son interprétation, de traiter le malaise qui se manifeste là, parfois depuis très longtemps, finalement. Donc, au fond, ce que vous dites là, c'est que via le signifiant trans, il y a quelque chose qui trouve à se traiter. Alors, tout à fait, c'est ce que ce livre nous apprend précisément. Alors, le travail analytique porte sur le repérage pour chacun de la logique qui est à l'œuvre derrière l'usage du signifiant trans. Il s'agit de repérer ce qui tente de se traiter, du plus singulier pour chaque sujet, de repérer la modalité de jouissance en jeu, de préciser par quel montage signifiant le sujet se soutient. Ce qu'on apprend ici, c'est que le trans constitue au un par un une tentative de solution à quelque chose qui déborde le sujet et le laisse perplexe. Il s'agit, comme l'invite Éric Laurent, qui était présent lors de cette conversation et qui a intervenu, je le cite, pour dire que pour nous inviter à nous défaire du discours ambiant sur les problématiques contemporaines de la sexualité globalisée et des masques qu'il prend. Il s'agit, poursuit-il, de revenir à ce qui fait la particularité de jouissance de chaque sujet. Fin de cette citation. Au fond, il s'agit de repérer, avec l'enseignement de Lacan et l'orientation lacanienne, les ressorts et la logique à l'œuvre lorsqu'un sujet se tourne vers la solution trans. Le livre aborde une grande diversité de situations, vacillement au moment de la puberté ou questionnement à un âge plus avancé, rapport au corps et à son image, identification, choix d'objets, question de l'être et question de l'identité, question d'avoir un corps et de l'habiter, etc. Oh là là, nous sommes loin là du discours militant qui s'adresse pareillement à tous. Tout à fait. Le discours militant, qui s'adresse donc, comme vous le soulignez Marie, à tous et se bat pour le droit, ne saurait néanmoins permettre à des sujets d'explorer au singulier les enjeux intimes de leur choix. En revanche, la rencontre avec un psychanalyste permet à un sujet d'éclairer la façon dont la transition peut venir nommer son malaise, stabiliser une position, permettre de se rebrancher sur un lien social, faire nomination, renouer ce qui s'était dénoué, faire identification, revivifier. Au fond, c'est ce que démontre ce livre. Jacques-Alain Miller propose de considérer que le signifiant trans peut, pour certaines personnes, faire nom du père, faire fonction de nom du père. Et il me semble que c'est une orientation précieuse pour notre travail analytique avec des sujets trans. Finalement, ce que démontre en acte cet ouvrage, c'est que la psychanalyse, au fond, par-delà les idées reçues qui sont éventuellement véhiculées, peut tout à fait intéresser des sujets qui sont traversés par les questions trans. Exactement. Et pour peu finalement qu'on lui donne la parole, qu'on l'écoute et qu'on sache néanmoins lui dire quelque chose, un sujet qui s'est saisi du signifiant trans, afin de traiter quelque chose dans son corps qui lui faisait énigme, peut en analyser les coordonnées.
Comme le dit Jacques-Alain Miller à propos du livre « La solution trans », je le cite, « On constatera ici à quel point diffèrent de toute idéologie les dires du sujet qui a fait appel à un psychanalyste et qui ne cherche pas le moins du monde à généraliser sa difficulté d'être, ni à faire de la transition un idéal. Le psychanalyste accueille, poursuit-il, des sujets en souffrance qui ne parlent le langage d'aucun groupe, mais celui de leur singularité. » J'ajoute que c'est ce qu'il dit dans un article plus récent dans Libération, la semaine dernière, le jeudi 2 mars, à l'occasion de l'apparition du séminaire 14 de Jacques Lacan, La logique du fantasme. J'invite à ceux qui nous écoutent à lire cet article, à lire le séminaire 14 et à lire La solution trans. Merci Dominique Corpelet pour ces propos et ces invitations de lecture précieuses. J'en profite aussi pour remercier Delphine Dogo et Martine Versel pour cette émission. Nous arrivons à la fin de cette émission. Marie, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 18h30 pour la prochaine émission de Studio Lacan. Au revoir. Au revoir.